3 semaines après le mariage de mon fils, l'organisateur de l'événement m'a appelé pour me révéler quelque chose qui m'a profondément choquée. Sa voix était hésitante, presque tremblante, quand il a commencé à me parler de ma nouvelle belle-fille, Aminata. Ce qu'il allait me dire allait bouleverser ma perception de cette jeune femme que j'avais jugée trop rapidement. Cette brillante avocate sénégalaise de 28 ans que mon fils Philippe avait épousée dans notre propriété familiale de Bordeaux. Je m'appelle Catherine Moreau, j'ai 54 ans et je dirige une entreprise de conseil en ressources humaines dans le centre-ville de Bordeaux. Ma famille possède cette entreprise depuis 3 générations et j'ai toujours été fière de notre réputation irréprochable dans la région. Quand mon fils unique, Philippe, ingénieur informatique de 30 ans, m'a annoncé qu'il allait épouser Aminata, j'ai été, comment dire, réservée. Non pas à cause de ses origines, bien sûr, mais parce qu'elle semblait si différente de nous, si distante. Elle parlait peu lors de nos dîners familiaux, restait souvent en retrait, et je l'ai interprétée comme de l'arrogance ou du désintérêt pour notre famille. Le mariage s'est déroulé magnifiquement dans notre domaine familial. Aminata était resplendissante dans sa robe créée par un couturier parisien, mais même ce jour-là, je l'ai trouvée froide. Elle souriait poliment, remerciait les invités avec une élégance parfaite, mais il y avait quelque chose dans ses yeux que je n'arrivais pas à saisir. Une tristesse peut-être, ou une retenue que j'attribuais à son caractère. Mes amis du club de bridge n'arrêtaient pas de commenter sa beauté et son maintien parfait, mais moi, je restais sur mes gardes. Cette femme allait devenir la mère de mes futurs petits-enfants, et je ne la comprenais pas. L'organisateur du mariage, M. Dubois, travaillait avec les meilleures familles de Bordeaux depuis 15 ans. C'était un homme discret, professionnel, qui ne se mêlait jamais des affaires personnelles de ses clients. C'est pourquoi son appel m'a d'abord inquiété. Avait-il un problème avec le paiement? Y avait-il eu un incident que nous n'avions pas remarqué pendant la réception? Sa voix était étrange, comme s'il cherchait ses mots, ce qui était inhabituel pour cet homme habituellement si sûr de lui. Il a commencé par me demander si j'avais passé un bon moment lors de la cérémonie, ce qui était étrange puisque nous en avions déjà parlé le lendemain du mariage. Puis, il y a eu un long silence avant qu'il ne me dise qu'il devait me parler d'Aminata. Mon cœur s'est serré. Qu'avait-elle fait? Avait-elle été impolie avec le personnel? Avait-elle fait quelque chose qui avait déplu aux autres invités? Toutes mes appréhensions sur cette union remontaient à la surface. « Madame Moreau, a-t-il dit, je ne sais pas comment vous dire ça, mais votre belle-fille, elle a fait quelque chose d'extraordinaire le jour du mariage. » Sa voix s'est brisée légèrement, quelque chose que je n'oublierai jamais et que vous devez absolument savoir. J'ai senti mon estomac se nouer. Qu'est-ce qu'Aminata avait bien pu faire pour émouvoir à ce point cet homme d'affaires endurci? J'imaginais déjà le pire, me préparant à entendre qu'elle avait eu un comportement inapproprié ou qu'elle avait offensé quelqu'un. Monsieur Dubois a alors pris une grande inspiration avant de continuer. « Madame, pendant que vous profitiez de la réception avec vos invités, votre belle-fille était dans les cuisines. » « Dans les cuisines? Que faisait-elle là-bas? » Une mariée n'avait rien à faire dans les cuisines le jour de son mariage. « Elle aidait mon équipe, a-t-il poursuivi, mais pas comme vous pourriez l'imaginer. » Sa voix tremblait maintenant, et je sentais qu'il y avait quelque chose de profondément émouvant dans ce qu'il s'apprêtait à me révéler. Un de mes serveurs, Amadou, un jeune homme sénégalais qui travaille pour moi depuis 6 mois, était en larmes, a expliqué M. Dubois. Il venait d'apprendre que sa mère était gravement malade au Sénégal et qu'il n'avait pas les moyens de rentrer la voir. C'est un garçon courageux qui envoie tout son salaire à sa famille, mais le billet d'avion coûtait l'équivalent de 4 mois de son salaire. Je commençais à comprendre où cette histoire nous menait, et mon cœur battait de plus en plus fort. « Votre belle-fille l'a entendu pleurer dans la réserve », a continué l'organisateur. Au lieu d'ignorer la situation ou de me faire appeler pour gérer le problème, elle est allée le voir directement. Aminata, dans sa robe de mariée, était allée consoler un serveur en pleurs. C'était tellement inattendu de la part de cette femme que j'avais perçue comme distante et froide. Elle a parlé avec lui en wolof, a ajouté M. Dubois. Je ne savais même pas qu'elle parlait cette langue.
Si cette histoire vous intrigue déjà, abonnez-vous à la chaîne parce que ce qui va suivre va vous bouleverser. La révélation que ma belle-fille parlait Wolof m'a prise de court. En 9 mois de fréquentation avec Philippe, jamais elle n'avait mentionné qu'elle maîtrisait cette langue sénégalaise. J'avais toujours pensé qu'Aminata, née à Paris de parents sénégalais, était complètement déconnectée de ses origines africaines. Son français était parfait, sans le moindre accent, et elle évoluait dans les cercles juridiques parisiens avec une aisance qui me faisait penser qu'elle avait tourné le dos à la culture de ses parents. Comme je m'étais trompé. Monsieur Dubois a poursuivi son récit, et chaque mot me bouleversait un peu plus. Quand elle a compris la situation d'Amadou, votre belle-fille n'a pas hésité une seconde, m'a-t-il dit. Elle a sorti son téléphone et a appelé directement une compagnie aérienne. En 10 minutes, elle avait réservé et payé un billet aller-retour Bordeaux-Dakar pour le lendemain matin. Mon souffle s'est coupé. Un billet pour le Sénégal, ça représentait facilement 2000 €, peut-être plus en réservation de dernière minute. Elle avait fait ça le jour de son mariage, pendant que nous dansions et fêtions dans le grand salon. Mais ce n'est pas tout, a continué l'organisateur, sa voix maintenant clairement émue. Quand Amadou a réalisé ce qu'elle venait de faire, il s'est mis à pleurer encore plus fort, mais de reconnaissance cette fois. Il a essayé de refuser, disant qu'il ne pourrait jamais la rembourser. Et là, Madame Moreau, votre belle-fille a fait quelque chose d'encore plus extraordinaire. Je retenais mon souffle, complètement sous le choc de découvrir cette facette d'Aminata que je n'avais jamais soupçonnée. Elle a pris les mains du jeune homme et lui a dit, toujours en wolof, « Tu ne me dois rien. Une mère malade a besoin de son fils, et un fils a le droit de dire au revoir à sa mère. C'est tout. » Puis elle a ajouté quelque chose qui m'a donné des frissons, a raconté Monsieur Dubois. Elle lui a dit « Ma grand-mère me disait toujours que les bénédictions qu'on donne aux autres nous reviennent toujours. Aujourd'hui, je commence ma nouvelle vie en donnant des bénédictions. » Cette phrase m'a littéralement coupé le souffle. Pendant que je me plaignais intérieurement qu'elle ne participait pas assez aux conversations familiales, qu'elle restait en retrait pendant nos dîners, Aminata cachait une profondeur et une générosité que je n'avais jamais su voir. Elle parlait la langue de ses ancêtres, elle portait en elle la sagesse de sa grand-mère sénégalaise, et elle avait un cœur d'une générosité rare. Monsieur Dubois m'a alors expliqué que ce n'était pas fini. Après avoir réglé la question du billet d'avion, elle a demandé à Amadou s'il avait de quoi aider sa famille pendant son absence. Le jeune homme a avoué que non, qu'il n'avait rien pu économiser. Mon cœur se serrait de plus en plus. Votre belle-fille a alors sorti son carnet de chèques et lui a fait un chèque de 1000 €, en lui disant que c'était pour aider sa famille pendant qu'il serait auprès de sa mère. 3000 € au total. Aminata avait dépensé 3000 € le jour de son mariage pour aider un parfait inconnu qu'elle avait trouvé en larmes dans les cuisines. Et elle avait fait tout cela discrètement, sans en parler à personne, sans chercher de reconnaissance ou de remerciement. Pendant que je la jugeais froide et distante, elle vivait ses valeurs les plus profondes dans l'ombre. Amadou a pu partir le lendemain matin, a continué l'organisateur. Il a passé une semaine auprès de sa mère, qui est décédée 2 jours après son arrivée. Grâce à votre belle-fille, il a pu lui dire au revoir et l'accompagner dans ses derniers moments. Quand il est revenu, il m'a dit que c'était le plus beau cadeau qu'on lui ait jamais fait. Les larmes me montaient aux yeux. Aminata avait permis à ce jeune homme de vivre ses derniers moments avec sa mère. Qu'est-ce qui pouvait être plus précieux que ça? Monsieur Dubois m'a alors révélé un détail qui m'a achevé. Avant de retourner à la réception, votre belle-fille a demandé à toute mon équipe de ne rien dire à personne. Elle a dit que c'était entre eux et qu'elle ne voulait pas que ça devienne un sujet de conversation pendant son mariage. Cette humilité, cette discrétion, cette volonté de faire le bien sans rien attendre en retour, c'était exactement le contraire de ce que j'avais perçu chez elle. Madame Moreau, a conclu l'organisateur, en 15 ans de métier, j'ai organisé des centaines de mariages pour les familles les plus fortunées de la région. J'ai vu beaucoup de générosité, mais jamais quelque chose d'aussi spontané et authentique que ce qu'a fait votre belle-fille ce jour-là. Elle a transformé ce qui aurait pu être la pire journée de la vie d'Amadou en moment de grâce. Et elle l'a fait avec une élégance et une discrétion que je n'oublierai jamais.
Quand j'ai raccroché le téléphone, je suis restée immobile dans mon bureau pendant une bonne heure, essayant de digérer ce que je venais d'apprendre. Toutes mes suppositions sur ma belle-fille venèrent de s'effondrer d'un coup. Cette femme que j'avais jugée distante et arrogante était en réalité d'une profondeur et d'une bonté extraordinaires. Sa retenue n'était pas de la froideur, c'était de la discrétion. Son silence n'était pas du mépris, c'était peut-être de la timidité, ou simplement le respect d'une femme élevée dans la tradition qui ne s'impose jamais. Avez-vous déjà vécu une situation où vos préjugés vous ont fait passer à côté de quelque chose d'essentiel? Racontez-nous en commentaire. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Je repensais à tous les moments où j'avais interprété le comportement d'Aminata comme de l'indifférence ou de l'arrogance. Lors de notre première rencontre, quand Philippe nous l'avait présentée dans notre salon, elle avait écouté nos conversations sans y participer beaucoup. J'avais pensé qu'elle nous trouvait ennuyeux ou qu'elle se sentait supérieure à nous. Maintenant, je réalisais qu'elle était peut-être simplement respectueuse, attendant qu'on l'invite à parler plutôt que de s'imposer dans nos discussions familiales. Le lendemain matin, je me suis levée avec une décision ferme. Je devais parler à Aminata. Mais comment aborder le sujet sans révéler que M. Dubois avait trahi sa demande de confidentialité? Comment lui dire que je savais ce qu'elle avait fait sans la mettre dans l'embarras? Cette femme avait clairement voulu garder son geste secret, et je respectais cette volonté. En même temps, je ne pouvais pas continuer à vivre en sachant que j'avais si mal jugé ma belle-fille. J'ai décidé d'appeler Philippe pour lui proposer un déjeuner en famille. « Maman, c'est gentil, mais Aminata travaille sur un dossier important en ce moment, » m'a-t-il dit. Elle prépare la défense d'une famille d'immigrés qui risque l'expulsion. Elle passe ses soirées et ses week-ends là-dessus. Encore une révélation. Non seulement ma belle-fille était généreuse, mais elle consacrait son temps libre à défendre des causes justes. « C'est pro bono », a ajouté Philippe. Elle ne touche rien pour ce dossier, mais elle dit que c'est important pour elle. Pro bono. Elle travaillait gratuitement pour des gens qui n'avaient pas les moyens de payer un avocat. Combien de préjugés allais-je encore découvrir sur cette femme extraordinaire? Philippe, ai-je dit, j'aimerais vraiment la voir. Dis-lui que c'est important pour moi. Il a dû entendre quelque chose de différent dans ma voix parce qu'il a accepté de transmettre le message. Aminata m'a rappelé le soir même. Sa voix était douce, un peu hésitante. « Bonjour Catherine. Philippe m'a dit que vous souhaitiez me voir. » Elle m'appelait par mon prénom, comme je le lui avais demandé, mais j'entendais une certaine distance, une politesse un peu froide. « Oui, ma chérie, » ai-je répondu, utilisant ce terme d'affection pour la première fois. « J'aimerais qu'on déjeune ensemble, juste nous deux. Est-ce que samedi vous conviendrait ?» Il y a eu un silence, puis elle a accepté avec cette politesse parfaite qui m'avait tant agacée auparavant et que je comprenais maintenant comme de l'éducation. Le samedi, nous nous sommes retrouvés dans un petit restaurant du centre-ville de Bordeaux. Aminata était arrivée à l'heure précise, impeccablement habillée d'un tailleur pantalon bleu marine qui mettait en valeur sa silhouette élégante. Ses cheveux étaient tirés en chignon bas et elle portait des bijoux discrets mais raffinés. Quand elle m'a vue, elle m'a fait un sourire sincère, mais je voyais bien qu'elle se demandait pourquoi j'avais organisé ce tête-à-tête. Nous avons commencé par parler de choses banales, son travail, le temps, les projets de Philippe. Mais je voyais bien qu'elle attendait que j'aborde le vrai sujet de notre rencontre. Aminata était intelligente, elle sentait qu'il y avait autre chose. « Aminata, » ai-je fini par dire, « je dois vous avouer quelque chose. Je crois que j'ai été injuste avec vous depuis le début. » Elle a levé les yeux de son assiette, surprise par ma franchise soudaine. « Comment ça, injuste ?» a-t-elle demandé doucement. Sa voix ne portait aucune accusation, juste une curiosité sincère. C'est là que j'ai réalisé qu'elle n'avait jamais ressenti d'animosité de ma part, ou qu'elle avait choisi de ne pas s'en formaliser. Cette femme avait une classe et une maturité qui me faisaient honte de mes petitesses. J'ai interprété votre discrétion comme de la froideur, ai-je avoué. J'ai pensé que vous ne vous intéressiez pas à notre famille, que vous nous trouviez, je ne sais pas, ennuyeux peut-être. Aminata a posé sa fourchette et m'a regardé droit dans les yeux. « Catherine » a-t-elle dit, et pour la première fois, sa voix portait une émotion véritable.
Je vous respecte énormément, vous et votre famille. Si j'ai été discrète, c'est parce que je ne voulais pas m'imposer. Mon éducation m'a appris qu'une belle fille doit gagner sa place petit à petit, avec respect et patience. Je n'ai jamais voulu brusquer les choses. Ces mots m'ont transpercé le cœur. Pendant que je l'accusais mentalement d'arrogance, elle faisait preuve d'une humilité et d'un respect que je n'avais pas su reconnaître. Et puis, a-t-elle continué, sa voix devenant plus fragile. J'avoue que j'avais peur de ne pas être assez bien pour Philippe, pour votre famille. Vous avez une histoire, une position sociale, une réussite qui impose le respect. Moi, je ne suis que la fille d'immigrants qui a eu la chance de faire des études. La fille d'immigrants qui a eu la chance. Cette femme était major de sa promotion à Sciences Po. Elle avait intégré un des cabinets d'avocats les plus prestigieux de Paris, et elle parlait d'elle comme si elle était illégitime. Mon cœur se serrait de plus en plus. C'est à ce moment-là que j'ai pris la décision de tout lui dire. « Aminata, ai-je dit, il faut que vous sachiez quelque chose. Monsieur Dubois m'a appelé il y a quelques jours. J'ai vu ses yeux s'agrandir légèrement, et une petite rougeur est apparue sur ses joues. Elle avait compris de quoi j'allais parler. Il m'a raconté ce que vous aviez fait pour Amadou le jour de votre mariage. Si cette injustice vous révolte, abonnez-vous pour soutenir des témoignages comme le mien. » Le silence qui a suivi ma révélation était presque palpable. Aminata a baissé les yeux, visiblement embarrassée que son geste ait été découvert. Elle a murmuré « Il n'aurait pas dû vous le dire. » Mais il n'y avait aucune colère dans sa voix, juste de la gêne. « Si, Aminata, » ai-je répondu fermement. « Il avait parfaitement raison de me le dire, parce que cela m'a ouvert les yeux sur qui vous êtes vraiment. » Elle a relevé la tête, surprise par ma réaction. « Ce que vous avez fait ce jour-là, » ai-je continué, « c'est ce que j'aurais dû faire si j'avais eu votre cœur et votre grandeur d'âme. Pendant que je profitais de la fête, vous étiez en train de sauver les derniers moments d'un fils avec sa mère mourante. » Ma voix tremblait maintenant. « Vous avez transformé votre jour de mariage en jour de bénédiction pour quelqu'un d'autre. Et vous l'avez fait dans le plus grand secret, sans rien attendre en retour. » Aminata semblait pétrifiée par mes paroles. « Catherine, a-t-elle dit doucement, ce n'était rien d'extraordinaire. N'importe qui aurait fait la même chose. » Cette phrase m'a fait réaliser à quel point cette femme était exceptionnelle. Pour elle, dépenser 3 000 € pour aider un inconnu était naturel, évident. Elle ne mesurait même pas l'ampleur de sa générosité. « Non, Aminata, » ai-je dit en secouant la tête. « N'importe qui n'aurait pas fait ça. Moi, la première, je ne l'aurais probablement pas fait. » J'ai alors pris une grande inspiration et j'ai décidé de lui dire toute la vérité sur mes préjugés. Depuis que Philippe nous a parlé de vous, j'ai eu peur, ai-je avoué. Peur que vous ne compreniez pas notre famille, nos traditions, notre façon de vivre. J'ai projeté mes peurs sur vous et j'ai interprété votre politesse comme de la distance, votre respect comme de l'indifférence. Aminata m'écoutait sans dire un mot, ses yeux grands ouverts. Je me rends compte maintenant que c'est moi qui ne vous comprenais pas. Vous savez, a-t-elle dit après un long moment. Quand mes parents sont arrivés du Sénégal dans les années 90, ma mère travaillait comme femme de ménage et mon père était ouvrier dans une usine de Créteil. Ils m'ont élevée en me répétant que je devais toujours faire mes preuves, que je devais être irréprochable pour être acceptée. Sa voix portait maintenant une émotion profonde. Ma grand-mère, que j'adorais, me disait toujours « Aminata, ne juge jamais les gens trop vite et ne permets jamais aux gens de te juger sans te connaître. Mais si on te juge, montre qui tu es par tes actes, pas par tes paroles. » Cette sagesse, cette philosophie de vie expliquait tout. Aminata n'avait pas cherché à se justifier ou à forcer mon acceptation. Elle avait simplement vécu selon ses valeurs, en espérant que ses actes parleraient pour elle. Et ils avaient parlé, mais j'avais été trop aveuglée par mes préjugés pour les voir. « C'est exactement ce que vous avez fait, » ai-je dit. « Vos actes ont parlé, mais j'étais trop fermée pour les entendre. » Aminata m'a alors raconté d'autres choses sur sa vie que je ne connaissais pas. Chaque week-end, elle rendait visite à ses parents à Créteil et aidait sa mère à préparer les repas sénégalais pour les voisins âgés du quartier.
Elle envoyait de l'argent tous les mois à sa grand-mère, restée au Sénégal, et elle avait financé la construction d'un puits dans le village de ses ancêtres. « Philippe ne le sait pas », a-t-elle dit avec un petit sourire. Je ne voulais pas qu'il pense que j'étais dépensière. Dépensière ? Cette femme qui utilisait son argent pour construire des puits en Afrique et aider des familles en difficulté s'inquiétait de passer pour dépensière ? J'ai réalisé que Philippe avait épousé une perle rare, une femme d'une générosité et d'une profondeur extraordinaire, et que moi, sa mère, j'avais failli passer à côté de ce trésor à cause de mes préjugés stupides. « Aminata », ai-je dit en prenant ses mains dans les miennes, « j'ai une confession à vous faire. Depuis le début, j'ai eu peur que vous ne soyez pas assez bien pour Philippe. Aujourd'hui, j'ai peur que ce soit Philippe qui ne soit pas assez bien pour vous. » Elle a éclaté de rire, un rire spontané et joyeux que je ne lui avais jamais entendu. « Catherine, Philippe est l'homme le plus merveilleux que j'ai jamais rencontré, et il a la mère la plus honnête du monde. » Cette conversation avait duré 3 heures, et nous en sommes ressortis complètement transformés. Pour la première fois, j'avais vu la vraie Aminata, drôle, profonde, généreuse, intelligente, et d'une humilité touchante. Elle m'avait parlé de ses projets de créer une association pour aider les familles d'immigrés dans leurs démarches juridiques, de son rêve d'emmener Philippe découvrir le Sénégal, de ses espoirs d'avoir des enfants qui grandiraient en connaissant leurs 2 cultures. En la raccompagnant à sa voiture, j'ai eu une idée. « Aminata », ai-je dit, « j'aimerais faire quelque chose pour Amadou. Est-ce que vous pourriez me donner ses coordonnées ?» Elle m'a regardé avec curiosité. « Je voudrais lui proposer un emploi dans mon entreprise. Nous cherchons quelqu'un pour notre service de nettoyage et d'après ce que m'a dit M. Dubois, c'est un jeune homme courageux et travailleur. » Les yeux d'Aminata se sont remplis de larmes. « Catherine, » a-t-elle murmuré, « vous êtes extraordinaire. »« Non, » ai-je pensé en la regardant partir, « c'est toi qui es extraordinaire, ma belle-fille, et j'ai enfin ouvert les yeux pour le voir. » Les semaines qui ont suivi cette conversation ont marqué un tournant radical dans ma relation avec Aminata. J'ai contacté Amadou et lui ai effectivement proposé un poste dans mon entreprise. Quand il est venu me rencontrer, ce jeune homme de 24 ans m'a impressionné par sa dignité et sa reconnaissance émue. Il m'a raconté les derniers moments qu'il avait passés avec sa mère, comment elle avait pu partir en paix en sachant qu'il était là. « Madame Aminata ?» m'a-t-il dit. Elle m'a sauvé la vie. Grâce à elle, ma mère est partie sereine. Et moi, je peux continuer à vivre sans regret. J'ai embauché Amadou immédiatement, mais ce n'était que le début de la transformation que ma belle-fille allait apporter dans nos vies. Petit à petit, j'ai commencé à découvrir l'ampleur de ses engagements. Un soir, Philippe m'a appelé pour me dire qu'il ne pourrait pas venir dîner parce qu'Aminata donnait des cours de français gratuits à des femmes immigrées dans un centre social de Bordeaux et qu'il l'accompagnait souvent pour aider avec les enfants. « Elle fait ça tous les mardis soirs depuis qu'on habite ici », m'a-t-il dit avec une fierté évidente. Elle dit que c'est son devoir de redonner ce qu'elle a reçu. Cette phrase m'a profondément marquée. Aminata considérait sa réussite non pas comme un accomplissement personnel, mais comme une responsabilité envers les autres. Elle était l'incarnation vivante de cette philosophie qui veut que ceux qui ont reçu beaucoup doivent redonner encore plus. Et elle le faisait sans fanfare, sans publicité, avec cette discrétion qui caractérisait tous ses gestes. 1 mois après notre déjeuner, Aminata m'a téléphoné pour m'inviter à l'accompagner à l'un de ses cours. « J'aimerais vous présenter ces femmes », m'a-t-elle dit. « Elles ont des histoires extraordinaires. » J'ai accepté avec empressement, curieuse de découvrir ce nouvel aspect de sa personnalité. Le mardi soir suivant, nous nous sommes retrouvés dans un modeste centre social du quartier de la Bastide, à Bordeaux. Ce que j'ai découvert ce soir-là m'a bouleversée. Aminata enseignait à une 15aine de femmes venues du Mali, du Sénégal, de Côte d'Ivoire, du Maroc. Certaines étaient arrivées récemment en France, d'autres vivaient ici depuis des années, mais n'avaient jamais eu l'occasion d'apprendre correctement le français. Quand Aminata est entrée dans la salle, leurs visages se sont illuminés. « Madame Aminata !» ont-elles crié presque à l'unisson, avec une joie qui faisait plaisir à voir.
J'ai observé ma belle-fille transformer cette leçon de français en moment de partage et de complicité. Elle ne se contentait pas d'enseigner la grammaire ou le vocabulaire. Elle écoutait leurs préoccupations, les aidait à remplir leurs papiers administratifs, leur donnait des conseils pour l'éducation de leurs enfants. « Fatou », a-t-elle dit à une jeune femme malienne, « comment s'est passé l'entretien pour l'école de ta fille ?» Et à une autre, « Mariam, as-tu reçu une réponse de la CAF ?» Ces femmes ne voyaient pas en elle une avocate parisienne qui leur faisait la charité. Elles voyaient une sœur, une confidente, quelqu'un qui comprenait leur parcours parce qu'elle connaissait l'histoire de sa propre famille. Aminata passait naturellement du français au wolof, puis au soninké, créant une atmosphère de confiance et de chaleur que je n'avais jamais vue ailleurs. À la fin du cours, une femme âgée s'est approchée de moi. « Vous êtes la maman d'Aminata ?» m'a-t-elle demandé en français approximatif. J'ai expliqué que j'étais sa belle-mère. « Ah, vous avez une fille formidable !» m'a-t-elle dit avec un sourire radieux. « Elle nous aide beaucoup. Elle nous donne espoir. Dieu la bénit. » J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Cette femme appelait Aminata sa fille, et moi, sa vraie belle-mère, j'avais mis des mois à voir sa valeur. Sur le chemin du retour, j'ai posé à Aminata la question qui me brûlait les lèvres. « Pourquoi ne nous avez-vous jamais parlé de tout ça? De vos cours, de votre travail bénévole, de votre engagement ?» Elle a réfléchi un moment avant de répondre. « J'avais peur que vous pensiez que j'essayais de me mettre en valeur. » A-t-elle dit simplement. « Et puis, c'est personnel, je fais ça pour moi autant que pour elle. » Cette humilité constante, cette peur de paraître prétentieuse, m'a fait réaliser à quel point j'avais mal interprété sa personnalité. Aminata était l'opposé d'une personne arrogante. Elle était même peut-être trop humble, trop soucieuse de ne pas déranger ou de ne pas s'imposer. Aminata, ai-je dit, vous n'avez jamais à vous excuser d'être extraordinaire. Et vous n'avez certainement pas à le cacher à votre famille. 6 mois plus tard, lors du baptême de notre premier petit-fils, j'ai eu l'occasion de mesurer l'impact qu'Aminata avait eu sur notre famille et notre entourage. La cérémonie a eu lieu dans la même église où elle et Philippe s'étaient mariés, mais cette fois, l'assemblée était différente. À côté de nos amis traditionnels, il y avait Amadou et sa nouvelle fiancée, plusieurs des femmes qu'Aminata aidait au centre social, des collègues de son travail bénévole et même M. Dubois qui était devenu un ami de la famille. Pendant la réception qui a suivi, j'ai observé ma belle-fille avec le petit Thomas dans les bras. Elle lui parlait doucement en français et en wolof, lui chantait des berceuses que sa grand-mère lui avait apprises. « Il connaîtra ces 2 cultures », m'a-t-elle dit quand elle m'a vu l'observer. « Il grandira en sachant d'où il vient et en étant fier de toutes ses racines. » Cette promesse m'a ému aux larmes, mais cette fois, c'était des larmes de joie et de gratitude. Gratitude envers cette femme exceptionnelle qui était entrée dans notre famille pour l'enrichir de sa générosité, de sa sagesse et de son humanité. Gratitude aussi envers M. Dubois, qui avait eu le courage de me révéler la vérité sur ma belle-fille, me permettant d'ouvrir les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Aujourd'hui, quand les gens me demandent comment va ma belle-fille, je leur réponds avec une fierté immense. Aminata est la meilleure chose qui soit jamais arrivée à notre famille. Et je sais que si ma mère était encore vivante, elle me dirait que j'ai eu la chance d'apprendre une leçon précieuse, que la vraie noblesse ne se trouve pas dans ce qu'on possède, mais dans ce qu'on donne, que la vraie élégance n'est pas dans les apparences, mais dans les actes, et que parfois, les plus grands trésors arrivent dans notre vie sous des formes qu'on n'attend pas, et qu'il faut avoir l'humilité de reconnaître ses erreurs pour pouvoir les apprécier. Si mon histoire vous a inspiré, partagez-la et abonnez-vous pour plus de témoignages comme le mien.